Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nantes, Carrefour International du Bois 2024. Et avec mes deux invités, on va voir comment la Fédération Nationale du Bois et comment l'ADEME travaillent ensemble à deux projets assez intéressants. Pour en parler avec moi, Nicolas Douzin, bonjour. Oui, bonjour. Nicolas, vous êtes le délégué général de la FNB. Et en deux mots, la FNB, qu'est-ce que c'est ? La FNB, c'est une organisation qui regroupe 1500 industriels du secteur de l'industrie du bois. Voilà. Qui sont très présents ici au Carrefour. Ah oui. À côté de vous, Sylvain Bordebeur, bonjour. Bonjour. Sylvain, vous êtes le référent filière bois à l'ADEME. Et je vais vous demander ce qu'est l'ADEME, même si normalement on ne présente plus. Oui, l'ADEME, on est l'agence de la transition écologique. Donc évidemment, c'est une agence qui est sur de nombreuses thématiques qui touchent à l'environnement et à la maîtrise de l'énergie. Et justement, moi, je suis référent sur la filière bois. Et on va voir en quoi la filière bois est essentielle dans la transition écologique. Alors, avant de voir en quoi elle est essentielle, et puis avant de voir ce que vous avez mis en place ensemble, Nicolas, moi, j'aimerais que vous me disiez quels étaient vos besoins et pourquoi, à un moment donné, vous vous rapprochez de l'ADEME. Alors, le premier point, c'est que la filière bois a été désignée comme stratégique pour la transition écologique. Ça veut dire que l'État mise beaucoup pour la neutralité carbone à horizon 2050, à la fois sur la forêt, mais les usages du bois. Le deuxième, c'est qu'on a une industrie fortement créatrice d'emplois, à 400 000 emplois sur le territoire national, avec de très gros investissements, mais aussi des retards d'investissement pour adapter l'offre à la demande qui va nous être sollicitée dans le futur. Donnez-moi un exemple alors, on ne va pas faire que le négatif, un exemple de retard, mais aussi un exemple de là où on est en avance peut-être. On a un sujet de volume, puisque si on consomme plus de bois dans la construction, on aura besoin de plus de matériaux bois. Et ensuite, le marché évolue vers des produits beaucoup plus transformés, ce qu'on appelle du bois d'ingénierie. Et donc, il faut faire avec des sillages, il faut maintenant faire aussi du lamellé-collé, du CLT, du LVL, du contreplaqué, tout un tas de produits qui vont répondre à la demande des promoteurs et des constructeurs. Alors, à quel moment vous rapprochez de l'ADEME et pourquoi ? Alors, on travaille ensemble depuis très nombreuses années. France 2030, avec le plan de l'Union européenne, a été un catalyseur. Il y a un grand programme qui a été mis en place, qui a donné des résultats assez extraordinaires, puisque plus de 2 milliards d'euros d'investissements ont été faits dans la filière, et avec une augmentation, lorsque tous les projets seront mis en œuvre, de plus de 15% des capacités de production, avec ce que j'indiquais précédemment, une montée en gamme dans les types de produits qui sont faits. Donc, au regard de ce succès et des besoins encore naissants, le programme a été reconduit pour cette année, mais aussi, je pense, pour les 2 prochaines années. Alors, je me tourne vers vous, Sylvain. Expliquez-nous, vous, en tant que référent filière bois à l'ADEME, déjà, en quoi ça consiste, tout simplement, après de voir comment vous avez travaillé ensemble. Alors, historiquement, c'est vrai qu'à l'ADEME, on était très tourné vers le côté énergie. Et c'est vrai qu'on va dire qu'il y avait il manquait peut-être une petite jambe à l'ADEME sur ce volet bois, puisqu'on accompagnait principalement les chaufferies biomasse. Aujourd'hui, en fait, le changement, c'est d'avoir une logique d'accompagnement global. En fait, on a des attentes très importantes du matériau bois, du combustible bois. Et en fait, on souhaite, avec le bois, finalement répondre à de nombreux usages. On a la chance, Nicolas le disait, d'avoir une ressource forestière très importante en France. On est la 3e d'Europe. Mais pour bien répondre à tous nos usages, il va falloir bien l'utiliser. C'est-à-dire que les bois de certaines qualités, on va toujours essayer de privilégier la valorisation matière. C'est-à-dire, en gros, aller vers la construction, l'ameublement, l'emballage. Et quand on ne peut vraiment pas valoriser ces bois-là en matière, aller vers l'énergie, mais toujours dans une logique. Alors, l'ADEME est l'un des organismes qui a mis en valeur la notion d'économie circulaire dans la filière bois. C'est inhérent à cette filière. C'est-à-dire que depuis le début, quand on dit rien ne se perd, tout se transforme, dans le bois, c'est tout particulièrement vrai. Ce qui est un peu dommage, par contre, c'est que dans l'aval, c'est-à-dire qu'on avait encore une assez grosse dépendance, et on l'a toujours encore un peu,
au bois d'importation. Et c'est quand même dommage aujourd'hui d'avoir des besoins importants de la construction bois qui sont en grande partie, j'exagère peut-être un peu, mais en bonne partie, utilisateurs de bois d'importation. Et là, on va peut-être commencer à corriger le tir avec les différents programmes d'accompagnement. Voilà, l'objectif, c'est d'aller vers plus de bois français, Nicolas. Oui, pour tout le monde d'ailleurs. On part de 60% et on voudrait arriver à 80%. On ne veut pas vivre en autarcie, mais on veut faire muter notre industrie en adéquation avec les besoins du futur. Voilà. Alors on va parler peut-être du... vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je rejoins. Il ne faut pas stigmatiser non plus complètement le bois d'importation. Il peut y avoir des cas où l'importation est nécessaire pour des qualités très particulières. Je prends un exemple de projet, par exemple, qu'on a accompagné par le passé, sur les panneaux, par exemple, de contreplaqué. On sait qu'il y a des fois certaines applications où un contreplaqué de peuplier, voilà, je prends cet exemple, ne peut pas satisfaire les exigences. Par contre, on peut très bien imaginer d'avoir du peuplier et de l'okoumé en mariage et d'avoir quand même une proportion de peuplier importante. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est-à-dire qu'il faut favoriser au maximum les essences nationales et la transformation de ces essences. Voilà, sans oublier des fois les bois d'importation. Et puis peut-être que nous, des fois, on a besoin d'exporter, non? Oui, on a une balance commerciale un peu bizarre, non? Oui, on a besoin d'exporter aussi, bien entendu. Ouais. Voilà, donc... Mais c'est pas ça dont on va parler. On va parler de l'industrialisation performante des produits bois. Donc ça, c'est le premier programme, le premier appel à projet. Expliquez-moi comment vous avez travaillé ensemble au développement de cet appel à projet et en quoi il consiste. Alors, en fait, le point de départ, effectivement, c'était les demandes de la filière sur ce besoin d'un accompagnement sur le fait d'avoir des procédés d'industrialisation qui soient plus performants, capacitaires aussi, c'est-à-dire d'être capable de produire plus de volume. Évidemment, nous, on est l'agence de la transition écologique. Donc, on a marié la demande plutôt de développement capacitaire, de modernisation des équipements, avec aussi des attentes côté institutionnel sur la performance environnementale et énergétique notamment. Quelles sont ces attentes par exemple ? Nous, les attentes, en fait, il y en a 3, et qu'on retrouve d'ailleurs dans les 4 axes de développement. Il y a 4 axes. Et le premier point, et qui est concomitant avec la dernière étude portée par la filière, sur le fait que la forêt est vulnérable au changement climatique, ça on le sait, et on va avoir dans les décennies à venir beaucoup de bois entre guillemets subis, c'est-à-dire qu'on va avoir des bois dépérissants, des qualités plus ou moins bonnes, et il va falloir que la filière bois soit en capacité de s'adapter à cette ressource-là. Donc ça veut dire des outils de transformation plus flexibles, capacité à valoriser des qualités notamment secondaires, et donc ça c'est un premier axe extrêmement prioritaire, c'est tous les projets qui visent des lignes de transformation adaptées à des bois dépérissants, des bois sinistrés, voilà, tout ce qu'on va recueillir sans maîtriser la qualité. D'accord, tout ce qui se passe en ce moment dans le Jura, dans les Vosges, avec par exemple les épicéas. Exactement. Ensuite, donc ça c'est le premier axe. Le deuxième axe. Le deuxième axe, c'est un axe plus classique. C'est tout ce qui est valorisation de bois en fin de vie. Alors chez nous, on y est attaché puisque l'ADEME, voilà, tout ce qui est économie circulaire, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que pour que la filière bois soit la plus vertueuse possible, mieux elle valorisera ses produits en fin de vie qui peuvent venir de différentes formes de collecte, puisqu'on collecte des éléments d'ameublement en fin de vie. Vous avez les filières responsabilité élargie des producteurs. Il y a maintenant les produits bois de la construction qui sont aussi liés à des filières. Et aujourd'hui, on les collecte plutôt bien. L'idée, par contre, c'est qu'on les collecte très bien, mais on les valorise beaucoup en énergie. Et l'idée, ce serait d'essayer de les valoriser un peu plus en valorisation matière. C'est notamment d'arriver avec ces produits en fin de vie à faire des panneaux, ce qu'on sait déjà faire. Aujourd'hui, faire des panneaux de bois, notamment tous les panneaux de particules, sont en grande partie faits avec des bois recyclés. Mais on peut imaginer peut-être des nouveaux produits, optimiser encore cette valorisation de bois en fin de vie. Ça, c'est l'axe 2. C'est l'axe 2. Axe 3, innovation et optimisation des procédés de transformation. Ce qui veut dire. Alors là, c'est vrai que c'est un axe relativement général pour l'ensemble des procédés de transformation. L'angle d'attaque, c'est tout ce qui va permettre, dans les investissements, de faire en sorte que quand vous avez un bout de bois qui rentre à l'entrée, vous avez le maximum de matière qui est valorisée à la sortie. On sait dans la filière bois, c'est
c'est peut-être pas enfin, c'est inhérent à la transformation. Pour l'agrume de bois qui rentre à l'entrée, vous avez déjà à peu près 50% de sous-produits entre ce qui rentre et ce qui sort à la scierie. Donc en fait, l'objectif, c'est de gagner quelques points matière. C'est-à-dire que rien qu'en gagnant 2 ou 3% de rendement par des systèmes, par exemple de scanner, aujourd'hui on est capable de modéliser complètement la coupe, et ben on peut... Ce genre d'équipement c'est plus facile. Rentre complètement dans l'éligibilité du dispositif. Voilà. L'objectif, avoir plus de matière, plus de stockage de carbone pendant longtemps. Et puis si on consomme un peu moins de ressources pour les mêmes usages, on aura tous gagné. Voilà. Axe 4, développement et diversification des unités de transformation du bois. On en a déjà un petit peu parlé. Voilà, Nicolas l'a un peu évoqué, c'est notamment le retard. Alors, il est en train d'être en partie comblé, mais c'est de continuer à augmenter nos capacités, notamment de production de produits plus standardisés pour la construction. On pense notamment à des produits, la mêlée-collée, les CLT, enfin voilà, des produits qui sont d'ingénierie assez poussée, mais même sur des produits plus standards, c'est d'arriver à avoir des produits qui soient secs aussi. C'est pour ça que ça fait le lien avec l'autre dispositif, c'est que pour arriver à avoir des produits qui rentrent dans les marchés, il faut que ces produits soient un maximum standardisés et notamment séchés. Et là-dessus, on avait aussi pas mal de retard, et c'est pour ça que ces dispositifs ont besoin de continuer de perdurer. Alors, on a les conditions. Si je veux répondre à cet appel à projet, je vais où, je fais quoi? Alors là justement on a un petit QR code et aujourd'hui vous allez sur le site de l'ADEME, donc c'est une plateforme, la plateforme Agir, qui est la plateforme en fait pour l'ensemble des dispositifs d'aide de l'ADEME. Il suffit de taper dispositif de soutien à la filière bois et on tombe assez rapidement sur ces deux appels à projets. Donc ils sont en ligne jusqu'au 27 juin pour la première session, c'est pour ça que ça se rapproche, on va dire, comme première date. Allez-y, le message. Exactement, ça vaut vraiment le coup, je pense, pour les industriels de prendre connaissance. Alors, soit pour ceux qui sont déjà prêts, évidemment, et qui ont des projets dans les cartons, de pouvoir déposer au 27 juin, soit de se préparer, puisqu'il y aura une prochaine session fin de l'année. Nicolas, sur ce premier appel à projet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais la première session a été un grand succès, et on prédit également beaucoup de candidatures pour ces dispositifs, avec des entreprises de taille peut-être un peu plus intermédiaire, parce qu'on n'a pas parlé d'un sujet, mais qui est important, c'est le ticket d'entrée de ces projets. Alors allons-y rapidement. Qui est de 1 million d'euros d'investissement. C'est-à-dire, ce ne sont pas des projets ordinaires, ce sont des projets structurants pour l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, si vous avez un souvenir, dans les appels à projets qui ont déjà été présentés? Le point de départ, c'est le séchage déjà. Avoir une chaudière et la quantité de chaleur nécessaire pour faire du séchage. Parce que si on veut faire de la deuxième transformation, il faut obligatoirement sécher les produits. Donc ça, c'est une clé d'entrée majeure. Et ensuite, soit on modernise un outil existant, avec les technologies du jour, soit on construit une nouvelle activité adjacente, interne à l'industriel, pour y faire un nouveau produit. Oui, développer une nouvelle ligne de produits, un nouveau... Voilà. Donc ça, c'est ça. Mais en Syrie, par exemple, il y a eu pas mal qui ont investi dans l'intelligence artificielle avec les scanners, empilage, dépilage, et aussi automatisation pour la pénibilité. Ça peut aller jusqu'au transport, j'imagine. Alors, ça reste quand même... pas, hein, je dis non, ça reste industriel quand même. Reste industriel. Ça reste productif. Mais c'est vrai que je rejoins, c'est des projets qui visent évidemment une logique industrielle de performance économique, de performance environnementale aussi. Mais c'est vrai que dans la filière, c'est intéressant aussi d'avoir des équipements qui vont vers l'automatisation et de rendre les conditions de travail plus faciles. C'est vrai qu'on sait que la filière bois, c'est parfois difficile de recruter. Et donc, quand on marie les trois, en gros, c'est-à-dire performance économique, performance environnementale et conditions de travail améliorées, globalement, on a un projet qui est cohérent pour rentrer. On a un projet cohérent pour rentrer. On va parler donc du deuxième appel à projet. Biomasse, chaleur pour l'industrie bois. Du bois, excusez-moi. Biomasse et chaleur pour l'industrie du bois. Alors là, de quoi s'agit-il? Alors
là, cet appel à projet, il est entre guillemets moins novateur au sens où il existe déjà, on arrive à la 4e session, il est déjà plus connu, plus diffusé. La première session, c'était quand? Voilà, ça fait déjà depuis 2021, je crois. 2021. Donc on a une habitude, il y a une forme d'habitude. C'est quand même intéressant de toujours le mettre, on va dire, à l'ordre du jour, au sens où il a un peu évolué sur les seuils d'éligibilité. C'est-à-dire qu'on est maintenant à 3000 MWh par an. Alors, ça ne parle pas toujours aux industriels. On va dire que pour faire simple, c'est environ 500 kW, parce que souvent on raisonne un peu plus en puissance. Le point aussi d'accroche de cet appel à projet, c'est que historiquement, on parlait beaucoup de production d'énergie. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est beaucoup, pour ce qu'a dit Nicolas, développer le séchage. C'est-à-dire qu'on soutient dans ce dispositif aussi bien la production d'énergie que les cellules de séchage. Et là-dessus, c'est pareil, sur le séchage, l'objectif, c'est quand même d'avoir des installations les plus performantes aussi énergétiquement, c'est-à-dire de récupérer au maximum la chaleur, d'avoir des cellules isolées. Voilà, ça c'est là-dessus qu'on va... Et comme on a du bois, autant utiliser la biomasse. Exactement. Pareil, même question, on va regarder vite les 4 objectifs. 1, rendre la filière plus compétitive. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Nicolas l'a dit, rien que pour accéder au marché, si on ne sèche pas, on perd des marchés. On se retrouve vite sur des marchés de niche, donc c'est quasiment aujourd'hui une demande obligatoire pour certains marchés de sécher. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point. Ensuite, améliorer l'autonomie énergétique. Alors, on le comprend bien aussi. Hein. Alors, on le comprend bien. C'est vrai qu'il y a quand même un angle qu'on n'a peut-être pas évoqué. C'est que c'est principalement la chaleur, puisque les besoins d'un industriel du bois sont la chaleur pour sécher. Mais il y a aussi la question aussi de la production d'électricité en cogénération. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une unité qui va produire la chaleur pour les besoins de séchage, et qui va aussi produire l'électricité nécessaire au procédé de transformation. Donc ça, c'est éligible aussi. Ensuite, il y a la possibilité de financer donc des projets de renouvellement de chaudières biomasse. Là, c'est dans le cas où on a une vieille chaudière, tout simplement. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que souvent, les dispositifs à l'ADEME et dans la plupart des cas ne financent pas le renouvellement. Ce qui est assez intéressant là, c'est que effectivement, la filière bois est souvent équipée d'anciennes chaudières qui n'ont pas toujours des rendements très bons. Et donc là, l'idée, c'est aussi de donner un coup de pouce à ces industriels qui ont besoin de réinvestir pour des matériels plus performants. Aller plus loin et enfin s'engager dans une démarche d'efficacité énergétique et environnementale. Là, ça paraît évident et normal, alors, on va dire, compte tenu du... Oui, mais c'est vrai que je le dis parce que ça, c'est presque le côté à mettre quand même en évidence dans un projet. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire, voilà, je mets une chaudière biomasse ou je fais un séchoir, donc c'est magnifique. Il faut que cette chaudière, elle soit optimisée en termes de rendement. Il faut qu'on montre en quoi elle est efficace et comment elle va répondre aux besoins de chaleur. Éviter, par exemple, quelque chose qui peut arriver dans certains cas, aujourd'hui de moins en moins, c'est d'avoir du surdimensionnement. Un industriel qui va mettre une chaudière de 10 MW alors qu'il a besoin que de 2 MW. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, ce sera contre-productif parce qu'il va payer cher, sa chaudière va mal fonctionner. Donc, on met quand même un point... c'est pour ça qu'il faut que les industriels du bois, dans certains cas, se fassent accompagner pour monter des projets quand même bien construits. Oui, voilà, c'est pas inutile de se faire accompagner. Voilà. Et on ne se pose pas toujours les bonnes questions. Hein, donc, autant que quelqu'un nous aide à poser les bonnes questions. Nicolas, pareil, je vais vous demander de me dire sur ce projet biomasse, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? C'est un projet structurant. Ce qu'on vise, c'est intégrer première et deuxième transformation et devenir autonome en production d'énergie et, dans certains cas, avoir une production d'électricité au moins partielle. Voilà. Et donc, éviter de mettre sur la route des milliers de camions avec des connexes qui vont finir dans des chaudières à l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Et dans le futur, comme la biomasse va être challengée par beaucoup de demandeurs qui ne sont pas du bois, les avionneurs en parlent même, et par conséquent, on a besoin aussi d'avoir un modèle économique dans lequel on préserve une partie de notre biomasse dans ce qu'on appelle le merit order, dans la hiérarchie d'utilisation de la biomasse. Utiliser la biomasse que j'ai sur place. Utiliser la biomasse que j'ai sur place. Voilà. Donc ça, c'est très très important parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand il y a 50% de connexes,
Et donc ça fait quand même vite un nombre de camions assez important, substantiel cumulé sur l'ensemble des établissements industriels français. Alors, dernière question, là pareil, hein, on a un QR code et on peut aller se renseigner sur le site de l'ADEME. Comment, excusez-moi, il y a une date butoir là, pareil? C'est le 27 juin aussi. C'est le 27 juin. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant puisqu'on peut avoir des projets, et on l'a déjà eu par le passé, des projets qui vont émarger aux deux dispositifs. Et c'est d'ailleurs cohérent. C'est-à-dire que vous avez un projet d'industrialisation qui va du coup augmenter les volumes et nécessiter plus d'énergie, donc avec des besoins de séchage. Et du coup, vous allez avoir peut-être un projet en parallèle sur l'autonomie énergétique et le développement capacitaire en termes de séchage. Donc on peut avoir des projets sur les complémentaires, sur les deux, et c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir des dates cohérentes sur les deux dispositifs. Donc si je veux en savoir plus, excusez-moi, soit je vais voir la FNB, soit je vais vous voir. Exactement, il n'y a pas de souci. Oui, et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a plusieurs relèves par an. Ça. Donc c'est pas un guichet, c'est un appel à projet, mais c'est quand même un quasi-guichet dans le sens où l'ADEME est à disposition pour recevoir les candidats, pour expertiser, guider les entreprises. Du côté de la FNB, on a aussi un certain nombre de bureaux d'études ou d'opérateurs qui aident à la construction technique des projets. Et quand le projet est mûr, eh ben, il peut être déposé soit au premier semestre, soit au deuxième semestre. Voilà. Et sachant qu'il risque d'en avoir d'autres. Oui, c'est ça. Il ne faut pas forcément se précipiter, même si effectivement, si vous avez un projet qui est mûr, autant le déposer là. C'est vrai que dans la mesure où il y a des moyens d'accompagnement. Mais voilà, nous, on est à disposition, puisqu'on a une adresse mail générique spécifique pour ces dispositifs-là. On se met en ordre de marche pour répondre rapidement aux industriels qui ont des questions. Donc voilà, c'était aussi l'intérêt d'être sur le carrefour international du bois, c'est de pouvoir toucher un peu tous les acteurs de la première et de la seconde transformation. C'est le mot de la fin. Et comme on a travaillé ensemble, on a aussi essayé d'optimiser la captation d'aides européennes, ce qui fait que les opérations éligibles donnent des taux de bonification d'aide qui vont de 30 à 60% selon les réalisations. Et donc c'est quand même assez rare pour être souligné. Voilà, donc on a vraiment intérêt à aller vous voir. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Batijournal TV, de nous parler donc de ces deux appels à projets. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous réalisons ici sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab mais aussi la FNB et de nos partenaires presse que sont le magazine Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci messieurs. Merci.